Ben, on va aller avec la première situation d'évaluation sur la leçon concernant les alcools. Donc, comme situation d'évaluation, l'énoncé nous dit, au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves de la terminale D du lycée moderne d'Angré désire déterminer le volume d'hydrogène formé à partir de la réaction d'un alcool avec le sodium. Donc voilà l'objectif. L'objectif visé, c'est quoi? C'est de déterminer le volume d'hydrogène formé à partir de la réaction entre un alcool et le sodium. Pour ce faire, ces élèves disposent d'un alcène B à chaîne carbonée ramifiée. À chaîne carbonée ramifiée. Il y a des éléments que je vais souligner. Ramifié, important. Chaîne carbonée ramifiée. De masse molaire Mb. Il hydrate en présence d'acide sulfurique l'alcène ramifié et obtiennent deux alcools, dont un est en quantité prépondérante. Ça dit quoi? Majoritaire. Quand on dit prépondérante, ça dit c'est la grande quantité. En grande quantité. Ils font réagir cet alcool A prépondérant de masse M1 avec une masse M2 de sodium. Et on vous donne la masse M1, ça correspond à la masse de l'alcool. La masse M2 correspond à la masse de sodium. On vous donne quoi? La masse molaire de B. B, c'est quoi? B est un alcène. Donc, nous avons alcène B. Alcène B, on a également l'alcool qu'on a appelé A. Voilà, l'alcool A. On vous donne le volume molaire, 22,4 litres par mol, les masses molaires en grammes par mol des différents éléments, des différents éléments atomiques. Hydrogène, carbone, oxygène, sodium. On va commencer notre exercice. Bon. Ici, en chimie organique, c'est intéressant de schématiser pour voir un peu de quoi il s'agit. On a dit, au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves désire déterminer le volume d'hydrogène. Donc, on va essayer de noter les expériences qui ont eu lieu. Pour ce faire, les élèves disposent d'un alcène. Donc, par exemple, les élèves ont un alcène. Alcène qu'on a appelé B. L'alcène va faire quoi? L'alcène à chaîne carbonée de masse molaire, il hydrate en présence d'acide sulfurique l'alcène ramifié. Donc, ils vont quoi? Hydrater veut dire quoi? Veut dire ajouter de l'eau. Et on dit quoi? En milieu acide. C'est une schématisation. Acide sulfurique. Il obtient deux alcools. Donc, ils vont obtenir deux alcools. Deux alcools. Dont un est en quantité prépondérante. Ils font réagir cet alcool A. Donc, par exemple, j'ai A qui est prépondérant. Donc, majoritaire, c'est ce que ça veut dire? Majoritaire. Et j'ai un autre A' qui est minoritaire, bien sûr, minoritaire. Donc, voici un peu déjà schématisé la première partie. Qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite? Le A qu'ils vont obtenir, A, ils vont faire réagir le A avec quoi? Avec du sodium, Na. Et ils vont obtenir des corps. Je ne connais pas. Le A a une masse M1 et celui-là une masse M2. Voilà un peu. Bon, je ne connais pas pour le moment les corps. À la fin, on me demande d'écrire l'équation. Lorsque je vais connaître la formule semi-développée de A, je peux écrire les équations. Donc, l'alcène B, de masse molaire connue, on connaît la masse molaire. Si on veut, on met la masse molaire connue, va réagir avec l'eau en milieu acide pour donner l'alcool A qui est majoritaire et un autre alcool minoritaire. A à son tour va réagir avec le sodium et nous donner certains produits. Qu'est-ce qu'on me demande comme première question? On dit de montrer que l'alcène B utilisé renferme 4 atomes de carbone. Donc cet alcène qui est là contient 4 atomes de carbone. C'est la question qui est posée. Qu'est-ce que je vais faire? Petit 1. Montrons que
B contient 4 atomes de carbone. Voici la question. Je dois montrer que la B, qui est un alcène, contient 4 atomes de carbone. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je connais sur B? Je connais la masse molaire de B, qui vaut combien? 56 grammes par mol. Mais avec la masse molaire, je peux déterminer le nombre d'atomes de carbone. D'abord, je dois connaître la formule brute générale des alcènes. Les alcènes, B étant un alcène, la formule brute générale des alcènes, c'est quoi? C'est CnH2n. Maintenant, si je connais la masse molaire, je peux déterminer le nombre d'atomes de carbone. Donc, j'aurai donc quoi? J'aurai masse molaire de B qui est égale à quoi? Masse molaire de CnH2n égale à combien? Égale à 56. La masse molaire d'un atome de carbone, c'est 12. Il y a combien d'atomes de carbone? J'ai N atomes de carbone. Donc, cela me donne 12N. La masse molaire d'un atome d'hydrogène, ça fait combien? Ça fait 1. J'ai combien d'atomes d'hydrogène dans l'alcène? J'ai 2N. 2N fois 1, ça nous donne 2N. Et tout ça égale à quoi? 56. La valeur vaut 56. 12N plus 2N, cela me donne 14N. 14N égale à 56. N égale à 56 que divise 14. Je prends la machine. Une fois je prends ma machine, je calcule. 56 divisé par 14, cela me donne bien N égale à 4. Donc, je viens de montrer que N égale à 4. N égale à 4. N étant le nombre d'atomes de carbone. Voilà. Donc, si je veux bien, N, nombre d'atomes de carbone. Est-ce que ça représente dans la formule? La formule plus générale des alcènes CnH2n. N étant le nombre d'atomes de carbone. Donc, si je connais le N, ça veut dire que je connais le nombre d'atomes de carbone. Et c'est ce qu'on m'avait dit de montrer. Montrer que B contient 4 atomes de carbone. J'ai fait la démonstration et tout. N égale à 4. Je m'arrête là. De là, on me demande d'en déduire quoi? La formule brute. Donc, formule brute maintenant. Formule. Une fois, je connais le nombre d'atomes de carbone. La formule brute. B. La formule sera donc égale à quoi? Je ne fais que remplacer le N par sa valeur. N vaut 4. Donc, j'aurai C4. 2 fois 4, ça fait 8. J'aurai donc comme formule brute C4H8. Voici la formule brute de l'alcène B. L'alcène B contient 4 carbones. Et la formule semi-développée de cet alcène. On dit donner la formule semi-développée. Mais je ne dois pas oublier dans mon test, on dit que l'alcène a une chaîne carbonée ramifiée. Donc ça dit B contient une ramification. Je dois écrire, je sais que B a 4 carbones. B est ramifié. Mais qu'est-ce qui caractérise les alcènes? Les alcènes sont caractérisés par la double liaison. Donc j'aurai une double liaison dans la chaîne carbonée. Je vais écrire la chaîne carbonée. Donc, j'aurai 2, 3, mais on dit qu'il y a forcément une ramification. Donc, forcément, s'il y a une ramification, ça veut dire là, j'aurai un C quelque part là. Parce que si je mets 4M, ça veut dire que ce n'est plus ramifié, on a linéaire. Mais on dit qu'il y a une double liaison. La double liaison, je peux mettre la double liaison là ou ici. Donc, et je vais compléter CH3, CH3, CH2. 2 parce que vous avez déjà 2 liaisons. Voilà. 2 liaisons. Voici la formule semi-développée de l'alcène. La formule semi-développée de l'alcène. Donc ça, c'est la formule semi-développée de l'alcène. La formule brute, formule semi-développée.
de l'alcène. On pourrait me demander par exemple le nom de cet alcène aussi. Bon, c'est pas demandé dans les 6, mais on pourrait me demander le nom de l'alcène. Les alcènes, comment on peut les numéroter? Ici, cette fois-ci, pour les alcènes, la numérotation, c'est la double liaison qui doit avoir la position la plus faible, avec la plus petite position au niveau des nombres. Donc, j'aurai quoi? 1, 2, 3. Donc, j'aurai quoi? On a le méthyle en position 2. Et ça, c'est quoi? On a le propène. On a 2 méthylpropène ou bien 2 méthylprop 1N. Ça dépendra. Voilà. Donc, on nous a pas demandé le nom, mais bon, je rappelle un peu comment on peut déterminer le nom de l'alcène. Je numérote, de telle sorte que la double liaison occupe la position la plus petite. Donc là, en numérotant là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. On constate que c'est 1 qui est plus petit. Donc, ça veut dire que c'est la double, la position 1 qui va, la numérotation de la position 1 qui va primer. Donc, celui sera en position 2. Et là, lui sera en position 1. Bon. On continue avec la deuxième question. La deuxième question nous dit, on a fini avec la première question. La première question, il s'agissait de faire quoi? Déterminer le nombre d'atomes de carbone. On a déterminé. La formule brute, on a déterminé la formule brute. La formule semi-développée, on a déterminé la formule semi-développée. Pourquoi on a adopté cette formule? Parce que nous avons une ramification. Quand on dit qu'il y a une ramification, ça veut dire que la chaîne n'est pas linéaire. Les carbones ne sont pas tous alignés. Ça va donner forcément, on aura forcément un carbone sur un autre, rattaché à un autre. On parle de ramification. Voilà. Avec la chaîne carbone la plus longue ici, c'est 3. De là, je passe au 2. On dit écrire les formules semi-développées, les noms et les classes des alcools obtenus après hydratation. Petit 2. Écrire les formules semi-développées, les noms et les classes des alcools obtenus après hydratation. Voilà la question posée. Je dois écrire les formules semi-développées obtenues après hydratation. Selon la schématisation, elle dit quoi? L'alcène B est hydraté. Quand l'alcène B est hydraté, on obtient A majoritaire et un autre produit minoritaire. Donc, je vais voir les deux produits qu'on peut obtenir à partir de l'équation, à partir de l'alcène qui est là. Majoritaire, je vais me référer maintenant à la règle de Markov-Nikov. Le produit majoritaire obtenu, c'est celui où le groupe OH se fixe sur le carbone le moins hydrogéné. Le carbone le moins hydrogéné. Donc, je prends l'alcène et je vais regarder la double liaison. Quel est le carbone, au niveau de la double liaison, quel est le carbone qui est moins hydrogéné? C'est là va se fixer le OH, selon la règle de Markov-Nikov. Et celui qui est majoritaire, c'est lui où le groupe OH, le groupe hydroxyle, se fixe toujours sur le carbone le moins hydrogéné. L'alcène étant là, voici les deux carbones de part et d'autre de la double liaison. C'est là a lieu les fixations. Je vais regarder le carbone le moins hydrogéné. Voici le carbone le moins hydrogéné. Lui, il n'a pas d'hydrogène à côté. Lui, il a 2 hydrogènes. Donc, le moins hydrogéné, c'est celui qui est là. Directement, je ne fais que détruire la double liaison et mettre le OH là et le H de l'autre côté. Formule semi-développée des alcools obtenus. Formule semi-développée. Formule semi-développée des alcools obtenus. Formule semi-développée des alcools obtenus. Donc, je crois même que j'avais déjà répondu à la 3e question. La formule semi-développée, là, je n'ai pas besoin même de regarder qui est majoritaire pour le moment. Là, je tourne. Voilà, j'avais répondu à la 3e question tout à l'heure, mais pour la 2e question, on demande de donner les formules semi-développées des alcools obtenus. Donc, je fais quoi? J'applique la double liaison étant là. Vous avez la double liaison. Voici les carbones qui nous intéressent au départ et d'autre de la double liaison. Cela va se déposer OH et H. Voilà, c'est les deux qui vont se fixer sur les carbones. Donc, je peux avoir première possibilité, le OH est ici et puis le H se met là. Après, je peux inverser H ici, OH de l'autre côté. Donc, si j'ai celui-là, j'aurai comme première formule CH3
C, double liaison CH3, il va rester une seule liaison, CH. Ici, on a dit quoi? C'est le OH qui va venir se déposer. Je vais mettre en rouge un peu. OH va venir se fixer sur ce carbone qui est là. Et pendant ce temps, l'hydrogène va venir se fixer sur ce carbone. Donc, on avait 2 hydrogènes, plus un atome d'hydrogène, ça nous donne 3. Voilà. Formule semi-développée. Voilà. On peut donner le nom. Formule semi-développée des alcools obtenus. Nom. Voilà. Donc, je complète nom. Et classe. Voilà, leur classe également. Je vais donner les deux en même temps. Et classe. Donc, lui, par exemple, on va donner le nom. Le nom, c'est quoi? On va numéroter. La numérotation, c'est 1, 2, 3. Même si on fait le contraire, ça sera toujours le OH en position 2. Donc, je peux dire quoi? Le CH3, lui, c'est une ramification. Donc, je vais dire quoi? Ça sera le 2 méthyl propane. Donc, je fais propane. Je continue. Propane. Et on constate qu'il est en position combien? 2. Donc, j'aurai propane. Le groupe OH en position 2. Propane 2 ol. Et il s'agit de quelle classe? Je vais regarder. Le carbone fonctionnel est relié à 3 carbones directement. Donc, ça dit quoi? On a fait un alcool tertiaire. Alcool tertiaire. Alcool tertiaire. Voilà. Voilà pour le premier produit. Le deuxième produit, on va inverser. OH vient se positionner là. H s'est positionné là. J'inverse maintenant. Donc, quand je vais inverser, cette fois-ci, OH va de l'autre côté, H va venir là. J'aurai comme formule CH3, C, CH3, c'est H qui vient ici cette fois-ci, donc on aura H ici. CH2, et puis OH va se mettre sur celui-là, donc je peux l'écrire comme ça, OH. Cette fois-ci, on va donner le nom aussi. Le nom, OH est ici, donc c'est la moyenne nucléation, c'est déjà là. 2, 3. Toujours une ramification qui est là. Et j'aurai quoi comme formule? Le 2-méthylpropan 1-ol. 2-méthylpropan 1-ol. 1-ol. Quelle est la classe? Je vais regarder la classe. Je constate que le carbone fonctionnel qui est là est relié directement à un atome de carbone. Donc, on avait affaire à un alcool primaire. Alcool primaire. Alcool primaire. Voici ainsi répondu à la deuxième question. La deuxième question, nous venons de répondre à la deuxième. On a donné les formules semi-développées. C'est la double liaison. Tout se passe au niveau de la double liaison, de part et d'autre de la double liaison. OH va se positionner là, A va se positionner là. Après, on inverse. A va se positionner là, OH va faire de l'autre côté. Donc, voici les 2 cas possibles qu'on peut avoir. Les 2 formules semi-développées possibles. Je passe maintenant à la 3e question. J'avais déjà un peu répondu à la 3e question, mais je reviens encore là-dessus. On demande maintenant de donner le nom de l'alcool qui est obtenu en quantité prépondérante. Allez, quel est l'alcool qu'on obtient de façon majoritaire? Quel est l'alcool qui est obtenu majoritairement, en d'autres termes? Je vais me référer à la règle de Markov-Nikov. La règle de Markov-Nikov nous dit quoi? Lors de l'hydratation d'un alcène dissymétrique, le groupe OH se fixe préférentiellement sur l'atome de carbone le moins hydrogéné. Et lui qui est majoritaire, c'est lui où nous avons le OH qui se fixe sur le carbone le moins hydrogéné. Mais je vais appliquer cette règle. Ici, voilà notre double liaison. Lui, là, il a un atome il a 0 atome d'hydrogène. Lui, il a 2 atomes d'hydrogène. Or, Markov-Nikov me dit quoi? Celui qui est majoritaire, c'est lui où nous avons OH se fixe sur le carbone le moins hydrogéné. Donc, lorsqu'on va avoir OH fixé sur ce carbone, ça veut dire que c'est lui qui est majoritaire. Donc, je mets petit 3. 3.
Le 3 est là. Alcool obtenu. Alcool obtenu en quantité prépondérante. Prépondérante. L'alcool obtenu en quantité prépondérante. Celui qu'on cherche, et on avait dit quoi? On doit appliquer la règle de Markov-Nikov. La règle de Markov-Nikov qui nous dit quoi? Celui qui est majoritaire, c'est celui où nous avons le OH qui se fixe sur le carbone le moins hydrogéné. Et moins hydrogéné, donc on aura cette formule. CH, donc A, le composé A, aura comme formule CH3, C, CH3, où le OH se fixe sur le carbone qui est là, qui n'a pas d'hydrogène au départ. Voilà, et nous avons CH3. Voici l'alcool obtenu de façon prépondérante, en quantité prépondérante, en quantité, c'est-à-dire où nous avons qui est majoritaire, en un mot. Et cet alcool-là, c'est lequel des alcools? C'est le 2-méthyl-propan-2-ol. Voilà l'alcool, notre alcool de départ. On a identifié l'alcool. Maintenant, on continue avec la quatrième question. La quatrième question, cette fois-ci, on dit décrire l'équation bilan de la réaction entre le sodium et l'alcool. Je vais écrire l'équation bilan qui a lieu entre ce composé qui est là et le sodium. Je vais écrire sodium et alcool. Équation bilan de la réaction. Équation bilan de la réaction entre A et le sodium. L'équation bilan entre A, la réaction entre A et le sodium. A, on connaît la formule désormais. A, c'est CH3, C, CH3 ici comme ramification, OH, CH3. Je vais l'écrire comme ça. Plus le sodium, Na. Qu'est-ce que ça va nous donner? On a dit lorsqu'on prend un alcool, je reviens un peu, c'est comme au brouillon, un alcool qui a pour formule ROH, plus le sodium, qu'est-ce qu'on obtient? Le H va partir. Et il va rester RO-. On obtient un ion alcoolate. Plus quoi? Plus Na+. Donc on aura éthanolate de sodium déjà. On aura alcoolate de sodium plutôt. Plus le dihydrogène qui va se dégager, qui est un gaz. Mais ne doit pas oublier qu'on doit équilibrer parce qu'il y a un atome d'hydrogène de l'autre côté. Donc c'est la même chose que je vais appliquer. Lui là, qu'est-ce qui va se détacher? Le H. Et le H qui va nous donner le H2. Et il va rester quoi? RO-. RO-. Je vais appliquer à mon exercice ici. Mon exercice c'est quoi? Je vais regarder où H se trouve. Où H se trouve ici. Donc le H là va partir. Le H s'en va. Il va rester quoi? Le moins. Donc si je vais écrire à nouveau, j'aurai C, on va l'écrire autrement, CH3, 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 et puis on peut avoir O, on peut l'inverser, on peut changer la position, peu importe la position, O- plus Na+. Voilà le composé que j'obtiens avec l'alcoolate de sodium. Alcoolate de sodium. Le OH était ici, j'ai changé la position, on peut changer. Voilà, ça ne change rien à la formule. Voilà. Ouais, pour pouvoir rapprocher Na plus de Na de O-, parce que les deux, un cation et un anion, les deux vont s'attirer. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis les deux côte à côte pour dire que c'est un composé ionique qu'on va obtenir là. Je fasse là. Donc on obtient quoi? C'est pas fini, plus, bien sûr,
H2, comme on l'a dit tout à l'heure dans le rappel. H2 qui est un dégagement gazeux. Le dihydrogène. Je n'oublie pas d'équilibrer 1,5. Voilà, 1,5. Si je veux, je peux multiplier le tout par 2. Voilà, mais on peut laisser sous cette forme déjà. Donc voici l'alcoolate de sodium qui est là. L'alcoolate de sodium, si on devait donner le nom, on allait dire quoi? C'est le 2-méthylpropanolate de sodium. Voilà. Propanolate de sodium. C'est alcoolate de sodium. Donc ici, c'est quoi? C'est le nom, on avait donné le 2-méthylpropan-2-ol. Donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant? 2-méthylpropanolate de sodium. Bon, on ne nous a pas demandé le nom, donc on laisse, on passe. Voici l'équation écrite. Une fois nous avons fini avec l'équation, on va passer à la question 5. Identifie entre l'alcool A et le sodium, le réactif en excès. Parmi les deux qui sont là. Voilà l'alcool, voilà le sodium. Quel est le réactif en excès? Le réactif en excès, pour savoir quel est le réactif en excès, on va d'abord regarder l'équation. L'équation me dit quoi? Une mole d'alcool réagit avec une mole de sodium. On a dit quoi? Quand lui donne 1, lui aussi donne 1. Quand il donne 2, il donne 2. Voilà. Donc, on va essayer de regarder. On va essayer de calculer quoi? Les quantités de matière de chaque composé. Et on va voir celui qui est en quantité, celui qui est plus élevé, ça veut dire quoi? Celui qui sera en excès. Alors, quand il donne 1, il donne 1, il donne 1, il donne 1. Mais s'il a plus que moi, à un moment donné, pour moi, va s'épuiser. Et pour lui, ça sera, on va dire que pour lui, en excès. Donc, c'est la même chose que nous allons appliquer ici. 5 réactifs en excès. Réactifs en excès. S'il y a un qui est en excès, ça va être l'autre en défaut. Voilà, mais on nous demande l'excès ici. Calculons les quantités de matière. Donc, on va calculer. Calculons les quantités de matière de A et de Na. Voilà les deux. On va calculer les quantités de matière A et Na de sodium. L'alcool et le sodium. On va calculer les quantités de matière. Quantité de matière de A. A, le voici. Le composé qui est là. Et vous avez le sodium. A, quantité de matière de A, N de A, égale à quoi? Par définition, la quantité de matière. Je connais quoi sur A? Je regarde l'énoncé. Je connais la masse de A. Voici la masse de A. 22,2 grammes. La masse de B, 2,875 grammes. Donc, je vais appliquer la définition de la quantité de matière depuis la classe de seconde C. Quantité de matière connaissant la masse égale à quoi? Ça nous donne masse sur masse molaire du corps. Donc, j'aurai ici M1 divisé par la masse molaire de A. Je vais calculer. La masse molaire de A revient, il faut calculer la masse molaire aussi de A avant de faire l'application numérique, puisqu'on ne connaît pas la formule brute de A. Masse molaire de A, ça sera égal à quoi? Masse molaire, la formule brute de A. A a 4 carbones, c'est un alcool. L'alcool, leur formule brute générale, c'est CnH, 2N plus 2O. À leur formule brute. Donc, s'il y a 4 carbones, on aura 4, 8 plus 2, 10. Donc, ça sera C4H10O. La masse molaire. Ça fait quoi? 4 fois 12 plus 10 plus 16. Voilà, l'atome de carbone. 4 fois 12. Bon, déjà, ça fait du 48. Plus 10. 58, par là. 58 plus 16. On aura du 74. Donc, ça nous donne la masse molaire égale à 74 grammes
par mol. Voilà, je prends ma machine et calcule, voilà. Voilà. Moi, j'ai fait oralement, mais tu prends la machine, tu calcules 4 fois 12, plus 10, plus 16. Et ça nous donne 74 grammes par mol. Je fais l'application numérique. N de A égale 22. On a la masse là-bas qui nous donne 22,2 sur 74. Là également, je prends la machine et je vais essayer de calculer. La machine, si vous avez votre machine, vous calculez, on trouve du 0,3 mol. 0,3, la quantité de matière s'exprime en mol. Donc, quantité de matière Na égale 0,3 mol. La quantité de matière de A. Je n'ai pas fini. Je dois calculer la quantité de matière des deux et puis comparer. Là, je vais calculer maintenant la quantité de matière de Na avec le sodium. C'est égal à quoi? La masse de sodium divisée par sa masse molaire. La masse de sodium, c'est 2, dans le test, au niveau des données, 875. Que divise 23? La masse molaire du sodium, c'est 23. Je prends ma machine également. Je vais effectuer les calculs avec la calculatrice. Donc, lorsqu'on calcule 0,125. 125 mol. N de sodium égale 0,125 mol. Voilà. Voilà, j'ai calculé les quantités de matière des deux réactifs. Je vais essayer de comparer maintenant. Parce qu'on nous a dit quoi? L'équation nous dit quoi? On a le coefficient ici qui est 1. Et lui, son coefficient c'est 1. Donc l'équation nous dit quoi? Quand lui, le A donne 1, lui aussi donne 1. Quand il donne 1, il donne 2, lui aussi donne 2. Quand il donne 3, il donne 3. Mais je constate que quoi? Lui là, il dispose, c'est comme par exemple des enfants, lui il dispose de, il a 3. Et lui il a 1. Mais l'opération consiste à faire quoi? La partie consiste à donner quoi? Quand il donne 1, je donne 1. Donc lui là, il va donner 1. Il avait 3 au départ, lui il a 1. Quand il donne 1, il donne 1. Mais lui il n'en a plus. Le 1 là, on disparu. Lui, il va rester quoi? Il va rester 2. Ça veut dire quoi? Lui là, au départ, il était en excès. Il était en excès. Et lui là, il est en défaut. Donc lui qui est en défaut, c'est lui qui va faire que la partie va s'arrêter. C'est comme une partie de billes où deux personnes, un grand frère et son petit frère, ils jouent aux billes. Et puis bon, la partie consiste à faire quoi? À donner, tu donnes une bille, je donne une bille, tu donnes une bille, je donne une bille. Lui, par exemple, il a 6 billes et lui, il a 2 billes. Il donne une bille, il donne une bille. Il donne une bille, il donne une bille. Mais lui, au bout de 2, quand ils vont donner 2 billes, lui, il n'en a plus, c'est épuisé. Donc, ça veut dire quoi? Le grand frère avait un excès de billes au départ. Et le petit frère a un défaut de billes. Donc ici, en se référant aux quantités de matière de mol, on constate que quoi? N de A est plus, la quantité de matière de A est plus grande que la quantité de matière de sodium. Par conséquent, ça veut dire que le A est le réactif en excès. Donc je conclue ici. N de A est supérieur à N de Na. Alors, A est le réactif en excès. En excès est le plus grand au départ. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Au bout d'un certain moment, puisque les deux réagissent, quand ils donnent, je donne, ils donnent, je donne. À un moment donné, à la fin de la réaction, quand pour moi là va s'épuiser, la réaction va s'arrêter. Et quand ça s'arrête, lui il possède toujours, il a encore des quantités de matière. Donc on dit que A est le réactif en excès. Et lui, qui a ces éléments qui sont épuisés, à un moment donné, lui c'est le réactif en défaut. Parce que ça, on aura besoin de ça pour pouvoir calculer les quantités, pour pouvoir calculer le volume ou bien la masse du produit formé. Et je vais passer maintenant à la dernière question, le 6. 6, on nous demande maintenant de calculer. Calcul du volume de dihydrogène. Dihydrogène, c'est H2. C'est lui.
C'est le gaz qui se dégage. Le gaz se dégage lorsque la réaction a eu lieu. On a dit qu'il y a l'hydrogène qui va se dégager. C'est un gaz. Comment je peux calculer? J'ai des données sur... On vient de dire tout à l'heure que quoi? Lui et celui-là, les deux réagissent moins la mole. Mais à un moment donné, lui là, il reste encore. Mais il y a un qui s'est épuisé. Lui, s'est épuisé, c'est quoi? C'est le sodium, le réactif en défaut. Donc, pour connaître, pour établir une relation entre les corps de départ et à la fin, ça veut dire quoi? Je peux établir une relation entre lui qui s'est épuisé et lui que ça a donné à la fin. Ça, c'est le défaut. Lui là, il reste encore. Donc, je ne peux pas établir une relation entre lui et celui qui s'est formé. C'est celui qui s'est épuisé totalement, c'est lui qui a donné le corps à la fin. Donc, chaque fois quand vous avez un exercice de ce genre, où vous avez un réactif en défaut, pour pouvoir calculer une grandeur au niveau des produits, il faut toujours établir une relation entre le défaut et le produit formé. Donc ici, je vais établir une relation entre quoi? Entre Na et quoi? Et celui-là. Donc d'après le bilan molaire, on aura quoi? D'après le bilan molaire, depuis classe de seconde, on aura quoi? On va établir la relation de proportionnalité. On aura quoi? La quantité de matière de Na sur quoi? Sur son coefficient stoichiométrique, 1. Son coefficient, c'est 1. C'est aussi égal à quoi? C'est aussi égal à la quantité de matière de H2 sur son coefficient qui vaut quoi? 1 demi. Là, le bilan molaire. Pourquoi on a utilisé Na? Parce qu'il est en défaut, c'est lui qui disparaît totalement. On n'a pas utilisé celui-là parce que lui, il reste encore à la fin de la réaction, il y a une quantité qui reste, il demeure. Lorsque la quantité demeure encore à la fin de la réaction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Tout n'a pas été consommé. Or, celui-là, tout a été consommé. Donc, on peut établir une relation entre Na et le dihydrogène. Avec le bilan molaire qui nous dit quoi? La quantité de matière du corps considérée divisée par son coefficient stoichiométrique. Et c'est ce qu'il y a appliqué. Son coefficient, c'est 1. Quand vous n'avez rien devant, c'est 1. Lui, son coefficient, c'est 1 demi. Lui, par exemple, si on va voir son coefficient, c'est 1. Lui, son coefficient, c'est 1. Voilà. Donc, vous divisez par le coefficient stoichiométrique. Et là, je peux faire quoi? Lui, là, je peux multiplier par l'inverse. J'aurai Na. Na divisé par 1, ça donne Na. Égal à quoi? Égal à 2 fois N de H2. N de H2 divisé par 1. Qu'est-ce que je veux? Je ne dois pas perdre l'objectif visé. On nous demande de calculer le volume de dihydrogène. Na, je connais la valeur déjà. Mais c'est le volume de dihydrogène on me demande. Je peux écrire quoi? Je peux encore écrire, c'est aussi égal à 2 fois la quantité de matière. Connaissant le volume, ça nous donne quoi? Volume du corps, volume de l'hydrogène, divisé par le volume molaire. Voilà ce que nous dit nos formules depuis la classe de seconde. Quantité de matière, connaissant le volume, ça fait volume du corps sur volume molaire. Quantité de matière, connaissant la masse, égale à quoi? Masse sur masse molaire. Quantité de matière, connaissant la concentration, ça fait concentration fois volume. Ça sont des formules qu'il faut avoir. Il faut avoir en tête à tout moment. Donc, vous avez 3 formules de quantité de matière vues en classe de seconde. Et ces formules-là vont vous suivre partout, chaque fois quand vous allez faire les sciences. Quantité de matière, je rappelle, d'un corps A fait la masse de A sur masse molaire de A. On peut avoir quantité de matière d'un corps A. Si c'est en volume, ça fait volume du corps A sur volume molaire. Quantité de matière d'un corps A, connaissant la concentration, fait CA fois volume de la solution. Voilà les 3 formules. Donc, vous voyez, pour calculer la quantité de matière ici, connaissant les masses, on a utilisé masse sur masse molaire. Cette fois-ci, c'est le volume qu'on veut déterminer. Donc, on va utiliser quoi? Volume sur volume molaire. Maintenant, si c'était la concentration, on connaissait la même concentration fois volume de la solution. Voilà. Mais nous sommes dans les 2 cas ici. Donc, c'était juste un rappel. Pour ne pas perdre de vue ce qu'on est en train de faire. Je vais tirer maintenant quoi? Le volume de H2. Le volume de H2, donc je peux faire quoi? Produit en croix, j'aurai volume Na. N de Na multiplié par volume molaire égale à 2 fois volume de H2. Je vais tirer VH2 égale 1 demi de N
de sodium multiplié par volume molaire. Je vais regarder si je connais tout ça déjà. Je connais la quantité de matière de A. Je connais le volume molaire. Donc ça veut dire quoi? Je suis arrivé à la fin de ma réponse. À la fin de la question, j'ai répondu. J'aurai quoi? Application numérique. V de H2 égale 1 demi N, on a trouvé du 0,125. Multiplié par volume molaire, ça donne dans le test 22,4. Donc, je vais calculer volume d'hydrogène. Je prends la calculatrice, ma machine, et je vais essayer de calculer. Donc, lorsque je calcule, je trouve 1,4 litres. 1,4 litres. Voici le volume d'hydrogène dégagé à la fin de la réaction. En utilisant 22,2 grammes d'alcool et 2,875 grammes de sodium. Vous voyez. Donc, tout est parti d'où? Celui qui s'est trompé au départ, il a déjà raté un peu son exercice. Parce que l'alcène, celui qui ne connaît pas la formule de l'alcène de départ, il a déjà raté l'exercice. Là, on fait un peu le récapitulatif, un peu le bilan de l'exercice. D'abord, on me demande de déterminer, de montrer que l'alcène a 4 carbones. Bon, je dois connaître la formule brut générale des alcènes. Et l'alcène, je détermine, on a dit que l'alcène aussi est ramifié. C'est pourquoi il faut bien lire le test. Pour avoir, vous avez souvent des mots qui sont cachés. Et il faut détecter ces mots cachés. Carbone ramifié, chaîne carbonée ramifiée. C'est très important. C'est-à-dire qu'il a raté la ramification, il va donner une chaîne linéaire. Et tout ce qu'il va avoir comme alcool, il passe à côté de la plaque. Ensuite, on demande d'écrire les formules semi-développées et les noms des alcools. Donc, si j'ai raté l'alcène ramifié, je vais rater aussi les alcools formés. Il doit savoir aussi que lors de l'hydratation, ça m'a donné 2 composés. Il y a un qui est majoritaire et il y a un qui est minoritaire. Majoritaire, j'applique la règle de Markov-Nikov, où le OH se fixe sur le carbone le moins hydrogéné. Une fois que j'applique cette règle-là, je vais avoir toujours le carbone, l'alcool majoritaire. Et c'est avec cet alcool majoritaire, maintenant, on continue l'expérience, on ajoute du sodium. Quand on ajoute le sodium, ça va nous donner quoi? C'est un alcool, on ajoute du sodium, ça nous donne toujours l'alcoolate de sodium. Donc, ça nous donne l'ion alcoolate plus l'ion sodium. Donc, je fais quoi? J'enlève le H sur l'alcool et on va avoir un anion plus le cation qui est l'ion sodium. Mais il va se former du dihydrogène. Je vais équilibrer. Je sais que ici, il y a plus de H que de l'autre côté. Il y a un H qui est parti. Il s'est formé là. Donc, il faut avoir un H. Et ne pas 1,5. Une fois j'ai ceci maintenant. Bon, l'équation est équilibrée. L'équation est équilibrée, on me demande maintenant de voir quel est le réactif en excès. Quand on vous demande de voir quel est le réactif en excès, il faut calculer les quantités de matière d'abord. Et regarder ensuite le bilan molaire. Au niveau des coefficients stoichiométriques, il faut toujours les regarder. Une mole réagit avec une mole. Donc si j'ai 10 ici, il va réagir avec 10. Mais si ici j'ai 20, ça veut dire forcément, lui là, il va rester à la fin de la réaction. Donc, par conséquent, on dit que c'est lui qui est en excès. Mais lui, il s'épuise totalement. Donc, puisqu'il s'est épuisé totalement, on peut établir une relation entre lui qui est en défaut et puis le corps formé. Et c'est avec ça, je vais déterminer le volume du corps formé. Donc ici, on a fait référence au moins à 2 formules de la quantité de matière. Quantité de matière connaissant la masse et la masse molaire. Quantité de matière connaissant le volume